Imaginez une ville qui commence avec à peine quelques habitants et, au fil des siècles, devient la civilisation la plus puissante que le monde ait jamais connue. Rome, un empire qui, depuis sa naissance sur les rives du fleuve Tibre, a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Mais comment est-elle passée d'un petit village à dominer le destin de presque tout le monde connu? Quelles décisions ont marqué cette ascension vertigineuse? Aujourd'hui, nous explorons l'origine de Rome, les luttes qui l'ont définie et les hommes qui, par leurs décisions, ont changé le cours de l'Empire pour toujours. Ne partez pas, le meilleur est à venir. Accompagnez-moi pendant que nous dévoilons les secrets de l'ancienne Rome. L'histoire de Rome commence par deux versions très différentes, une mythique et une plus réaliste, basée sur l'archéologie. Selon la légende, Rome a été fondée en 753 avenue Jésus-Christ par les jumeaux Romulus et Rémus. Les frères, abandonnés par leur oncle maléfique et élevés par une louve sur les rives du Tibre, grandirent avec un destin monumental. Après avoir récupéré le trône de leur grand-père, ils décidèrent de fonder une ville. Mais, comme cela arrive souvent dans les histoires des grands empires, le destin des jumeaux ne fut pas simple. Pendant la construction de la ville, Romulus, après une dispute, mit fin à la vie de son frère Rémus, marquant ainsi le début d'une Rome pleine de tensions et de conflits. Cependant, l'histoire réelle de la fondation de Rome est un peu différente. L'archéologie nous montre que la zone était déjà peuplée bien avant la date mythique de 753 avenue Jésus-Christ. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Rome a commencé comme une série de petits établissements sur les collines de la région du Tibre, qui se sont peu à peu regroupés pour former une ville. Mais qui étaient réellement ces premiers habitants de Rome? Probablement pas les jumeaux mythiques, mais un mélange de peuples indigènes qui se sont unis sous une même bannière. Rome, par conséquent, n'est pas née d'une seule personne ni d'un seul jour, mais comme un petit projet collectif qui a grandi grâce à la nécessité de survie et aux circonstances de l'époque. À mesure que Rome commençait à s'établir comme une ville, ses premiers pas furent guidés par une série de rois, certains légendaires, d'autres plus mystérieux. Le premier d'entre eux fut Romulus, qui, après avoir tué son frère, devint le premier roi de Rome, donnant ainsi le coup d'envoi à une dynastie qui durerait 7 générations. Cependant, tous les rois ne furent pas les mêmes, et encore moins tous furent romains. En fait, les 3 derniers rois de Rome venaient de la civilisation étrusque, une culture voisine et très influente pendant les premières années de Rome. L'influence étrusque fut essentielle. Ces rois apportèrent avec eux une série de réformes dans la ville, tant au niveau de la structure urbaine que de l'armée, mais ils laissèrent aussi un héritage de tyrannie. Et pendant que Rome prospérait, la relation entre les monarques et le peuple devint de plus en plus tendue. Cette pression culmina en 509 avenue Jésus-Christ, lorsque le dernier roi, Tarquin le Superbe, fut expulsé par les citoyens romains, lassés de son gouvernement autoritaire. La chute de la monarchie ne fut pas simplement la fin d'un gouvernement, mais le début d'une nouvelle ère à Rome, la République. Un système où les citoyens auraient plus de voix, et où les institutions commenceraient à prendre une forme plus démocratique, ou du moins, c'est ce que cela semblait être. Après la chute de la monarchie, Rome entre dans une nouvelle phase, une phase où le pouvoir ne résiderait plus dans les mains d'un seul roi, mais dans un système complexe d'institutions, la République. Au lieu d'un monarque absolu, les Romains établirent un gouvernement composé de consuls, de magistrats et d'un sénat, dans le but d'éviter la tyrannie qui avait marqué la monarchie. Mais tout ne fut pas simple. Dans la République, il existait 2 classes sociales prédominantes, les patriciens, les familles nobles et riches, et les plébéiens, le reste de la population. Bien que les plébéiens fussent la majorité, les patriciens contrôlaient les institutions clés et accédaient aux plus hautes fonctions politiques, tandis que les plébéiens, malgré leur statut de citoyens ayant le droit de vote, étaient exclus des postes de pouvoir. Ce déséquilibre du pouvoir créa des tensions pendant des siècles. Les plébéiens firent pression sur les patriciens pour obtenir plus de droits et d'accès aux fonctions publiques, luttant pour des réformes telles que la création du tribun de la plèbe, qui défendait leurs intérêts face aux abus des patriciens, et la promulgation des lois des 12 tables, un code juridique qui mettait par écrit les lois, auparavant connues uniquement des patriciens. Au fil du temps, les plébéiens remportèrent des victoires importantes, et au IIIe siècle avenue Jésus-Christ, ils commencèrent même à être élus consuls, brisant ainsi l'exclusivité patricienne dans les principales institutions du gouvernement. Mais alors que les tensions internes persistaient, Rome commença à s'étendre. Elle ne luttait pas seulement contre ses voisins proches, mais ses victoires militaires et diplomatiques commençaient à lui donner du pouvoir et de l'influence à travers toute la région. Malgré les tensions internes, la République romaine a commencé à s'étendre rapidement, étendant sa domination sur toute la péninsule italienne et au-delà. Les Romains n'ont pas seulement combattu leurs voisins,
mais ont également élaboré une stratégie politique qui leur a permis de transformer leurs ennemis en alliés. Ainsi, les peuples vaincus n'étaient pas seulement subjugués, mais étaient souvent intégrés au système romain en tant qu'alliés et partenaires, assurant des ressources et des hommes pour une expansion continue. Mais la véritable épreuve pour Rome est survenue avec l'arrivée de Carthage, un empire rival qui se disputait le contrôle de la Méditerranée occidentale. Les guerres puniques ont marqué une étape cruciale dans l'histoire romaine, et la plus connue d'entre elles fut la Deuxième Guerre, où le général carthaginois Hannibal Barca, avec son armée et ses éléphants, a failli vaincre Rome. Mais Rome, comme toujours, a montré qu'elle était imparable. Malgré les défaites initiales, les Romains ont réussi à se regrouper et, finalement, à vaincre Carthage. Cette victoire a non seulement consolidé le pouvoir de Rome, mais a aussi marqué le début de son ascension en tant que superpuissance de la Méditerranée. Rome a obtenu l'accès à de vastes territoires, des ressources précieuses et des milliers d'esclaves, renforçant ainsi son économie et son armée. Avec cette victoire, Rome est passée d'une cité-État à une puissance impériale. Ce n'est pas seulement Carthage qui a été vaincue. Rome a poursuivi son expansion à travers l'Afrique, l'Asie et l'Europe, absorbant des cultures, des territoires et des peuples entiers. En fait, Rome avait une capacité étonnante à intégrer les cultures qu'elle conquérait, adaptant les éléments les plus utiles et les transformant en partie de son propre système. À mesure que Rome s'étendait et se renforçait, le système républicain commençait à montrer des signes d'usure. Bien qu'il existait des institutions qui distribuaient le pouvoir, en pratique, la politique romaine était dominée par un petit nombre d'individus. La lutte pour le pouvoir s'est intensifiée et les tensions au sein du gouvernement républicain ont commencé à fissurer les bases du système. C'est dans ce contexte qu'est apparue une figure qui allait changer l'histoire à jamais, Jules César. César, un brillant général, s'est distingué lors de ses campagnes en Gaule, menant Rome à une série de victoires qui ont encore étendu sa domination. Sa popularité a tellement grandi que, de retour à Rome, il s'est retrouvé face à un Sénat craintif de son pouvoir. En 49 avant Jésus-Christ, il désobéit aux ordres du Sénat et traversa le Rubicon, un acte qui scellerait son destin et celui de Rome. En disant « le sort en est jeté », César se lança dans une guerre civile, battant Pompée, son ancien allié et rival, et devenant l'homme le plus puissant de Rome. Malgré son pouvoir, César ne se proclama jamais empereur, mais régna en tant que dictateur perpétuel. Pendant son règne, il entreprit une série de réformes qui changèrent profondément la structure politique, économique et sociale de Rome. Cependant, ses ambitions ne furent pas bien accueillies par tout le monde. Un groupe de sénateurs, craignant que César ne devienne un tyran, le tua en 44 avant Jésus-Christ, dans l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire romaine. Mais l'assassinat de César n'a pas résolu les problèmes de Rome, au contraire, il les a amplifiés. Après sa mort, son fils adoptif, Octave, plus tard connu sous le nom d'Auguste, affronta Marc-Antoine et Cléopâtre, la reine d'Égypte, dans une guerre civile qui se terminerait par la défaite de ses ennemis et le contrôle absolu d'Octave sur Rome. En 27 avant Jésus-Christ, Octave fut proclamé Auguste, le premier empereur de Rome. Bien que les institutions républicaines existaient encore en apparence, le pouvoir réel passa entre les mains d'Auguste. Avec lui débuta une nouvelle ère, celle de l'Empire romain. Après l'arrivée d'Auguste au pouvoir, l'Empire romain entra dans une nouvelle ère. Sous son gouvernement, Rome atteignit une stabilité qu'elle n'avait pas connue pendant les dernières années de la République. Cette période, connue sous le nom de Pax Romana, dura plus de 2 siècles et permit à Rome de prospérer sous tous les aspects, de son économie à son expansion territoriale et son développement culturel. Pendant le règne d'Auguste et de ses successeurs, Rome atteignit son extension maximale. Au IIe siècle de notre ère, sous l'empereur Trajan, l'Empire romain atteignit sa plus grande superficie, couvrant des territoires en Europe, en Afrique et en Asie, avec un réseau de routes qui reliait chaque recoin de l'Empire. Rome ne dominait pas seulement militairement, mais son influence culturelle, juridique et économique s'étendait à travers toute la Méditerranée. Mais tout n'était pas parfait. Malgré la stabilité politique, Rome continuait de faire face à des problèmes internes. Les empereurs devenaient de plus en plus puissants, et la figure de l'empereur devint le centre du pouvoir absolu. Bien que le Sénat et d'autres institutions existaient encore, le contrôle réel passait par les mains du princeps, l'empereur. Cette concentration du pouvoir alimenta également les tensions internes. L'Empire romain a été témoin de grandes réalisations en architecture, en ingénierie et en articles. Des œuvres comme le Colisée, le Panthéon et la voie appienne restent des symboles de la grandeur romaine. De plus, l'armée romaine, connue pour sa discipline et son organisation, joua un rôle crucial dans l'expansion et le maintien de l'Empire. Les légions romaines,
équipé de la meilleure technologie militaire de l'époque, assurait la protection des frontières et l'expansion continue de Rome. Mais au fil des siècles, l'Empire s'est retrouvé plongé dans des problèmes économiques, sociaux et politiques. La centralisation du pouvoir entre les mains de l'empereur et les problèmes de succession constants ont créé un climat d'instabilité. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire faisait face à une série de crises internes, combinées avec des menaces externes, allant des invasions barbares à la pression croissante des peuples germaniques et d'autres ennemis. Bien que l'Empire romain ait atteint des sommets impressionnants, au fil du temps, les fondations de son pouvoir ont commencé à s'effondrer. Au IIIe et IVe siècle, Rome a subi une série de crises qui menaçaient non seulement sa stabilité, mais remettaient également en question sa capacité à rester unie. Les causes de cette chute étaient multiples et complexes, et les historiens continuent de débattre sur celles qui ont été les plus décisives. Un des problèmes les plus graves a été la crise économique. L'inflation, l'effondrement du système fiscal et les guerres incessantes ont épuisé les ressources de l'Empire. De plus, la pression croissante des peuples barbares sur les frontières occidentales a commencé à affaiblir les forces romaines. Les attaques des Visigoths, des Vandales et des Huns sont devenues de plus en plus fréquentes, et bien que Rome ait pu résister à certains de ces assauts, l'Empire était de plus en plus affaibli. Mais les menaces extérieures n'étaient pas la seule cause de la chute. L'Empire romain d'Occident a également souffert de divisions internes. L'administration de l'Empire est devenue plus difficile à mesure qu'il s'étendait, et c'est l'empereur Dioclétien qui, dans une tentative de restaurer l'ordre, a décidé de diviser l'Empire en deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, avec deux empereurs qui régiraient chaque section. Bien que la division ait semblé initialement être une solution, les tensions entre les deux moitiés de l'Empire n'ont jamais disparu. Tandis que l'Empire d'Orient, avec sa capitale à Byzance, résistait et prospérait, l'Empire romain d'Occident est tombé dans une spirale de décadence. Le manque de leadership fort, les luttes internes pour le pouvoir et la corruption rampante ont laissé Rome vulnérable aux attaques extérieures. Finalement, le 4 septembre 476 après Jésus-Christ, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus, fut déposé par Odoacre, un général germanique. Cet événement est traditionnellement considéré comme la fin de l'Empire romain d'Occident. Rome, la ville qui dominait autrefois le monde connu, tomba face aux forces barbares et l'ancien empire se dissout dans le chaos. Cependant, la chute de Rome ne signifiait pas la fin de la civilisation romaine. À l'Est, l'Empire byzantin continua d'exister pendant près de 1000 ans, préservant de nombreuses institutions et traditions romaines. La chute de Rome marqua la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle. Bien que l'Empire romain d'Occident ait disparu, son héritage culturel, politique et juridique perdure encore aujourd'hui. Le système de gouvernement, l'architecture, la langue latine, les idées sur le droit et la guerre, et tant d'autres contributions romaines continuent d'influencer nos vies quotidiennes. Rome n'était pas seulement une ville, c'était une civilisation qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Depuis sa fondation mythique par les jumeaux Romulus et Remus jusqu'à sa chute face aux forces barbares, l'histoire de Rome est pleine de victoires, de trahisons, de guerres et de réformes qui ont changé le cours de l'humanité. La question est la suivante, qu'aurions-nous fait si nous avions été à la place des Romains? Aurions-nous pris les mêmes décisions? Un empire aussi grand aurait-il pu survivre aux mêmes pressions qui l'ont détruit? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a surpris et que vous souhaitez continuer à explorer d'autres moments qui ont changé le cours de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt dans le prochain épisode.